Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de segmentation d'images à l'aide des méthodes de clustering. On va utiliser des k-means en l'occurrence. Alors, quand je commence dans mes TD à arriver avec des traitements d'images, généralement, les étudiants sont un peu déroutés parce que on a plutôt l'habitude de travailler sur des tableaux individus variables. Très bien. On a un individu statistique, c'est la ligne du tableau. Et on a les variables, c'est les colonnes du tableau. Et à l'intérieur, on a les valeurs. Très bien. Donc ça, c'est les tableaux classiques. Très bien. Quand on arrive avec des images, c'est pas tellement la même chose en réalité, hein. C'est quoi l'individu statistique et comment on va pouvoir traiter les données, quels sont les descripteurs, comment on calcule les distances dans cette affaire-là. Les étudiants sont un peu déroutés. Et c'est là que c'est intéressant de montrer l'intérêt de la préparation des données. Comment on réorganise les données pour qu'on puisse appliquer les méthodes de machine learning. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Alors, si je reviens sur la segmentation d'images, on le dit bien ici, donc là je suis sur la page Wikipédia, hein, tout simplement. Et l'idée, c'est de détecter, rassembler des pixels. Donc, du coup, l'individu statistique, là, c'est pixels. Voilà, suivant des critères, hein, soit d'intensité, soit spatiaux. Alors, il y a différentes méthodes, là, mais déjà, l'idée, c'est de regrouper des individus. Et les individus, c'est des pixels, ici, en l'occurrence. Ok, donc ça, déjà, on commence à y voir un peu plus clair. Donc, il faudrait qu'on organise nos tableaux pour que les pixels apparaissent comme des individus. Hein, voilà. Décrit par quoi? Bah, ça, on verra par la suite. Mais déjà, c'est un élément important. Alors, on décrit différents algos ici, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle qui est basée sur des méthodes de machine learning, puisqu'on est bien sur des méthodes de machine learning, hein. Alors, je regarde, mais je pense que je vais refaire la même idée, mais avec du supervisé par la suite. Pour l'instant, on reste sur le non supervisé parce que c'est le cours que je suis en faire. Ça, c'est un TD que j'aurais aimé faire avec vous. Je parle à mes étudiants 2 secondes là, mais bon, le temps est tellement limité, il y a tellement de choses à faire, j'ai pas pu le faire. Mais ça fait partie de mes petits regrets. Il faut que j'arrive à le placer d'une manière ou d'une autre dans les TD là. Hein, il faut que j'arrive à le placer. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la méthode qui est là. Voilà, c'est l'approche qui est là, où l'idée en fait, c'est que on va créer tout simplement là, hein, la segmentation par classification, clustering en fait, hein, donc classification non supervisée, voilà. Et l'idée tout simplement, c'est d'utiliser les méthodes des K-means. Vous savez très bien, hein, voilà, en séparant en plusieurs classes, donc les pixels, selon les couleurs. Nous, on va utiliser les couleurs en l'occurrence parce qu'on travaille sur des images couleurs. On travaille sur des images couleurs. Hein, voilà. Mais on peut aussi fonctionner au niveau de gris, hein, pas de problème là-dessus. Bien. Alors, d'où m'est venue cette idée? Très rapidement. Alors, très rapidement, cette idée m'est venue en lisant la doc de Camis de SciPy. Donc, je suis allé parce que j'essaie toujours de voir ce qu'il y a dans les différents packages, hein. Voilà, et en lisant la, la doc de SciPy, je suis arrivé à cette description-là, qui est là, hein. Donc, voilà. Il y a les Camins, là, il y a les vecteurs quantiseurs, différentes méthodes, et j'ai vu la documentation, et c'est cette partie-là qui a attiré mon attention où il montre en réalité qu'on peut utiliser des camins sur des images pour faire de la compression d'images. Bon, une fois que j'ai vu ça, donc j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, bien sûr. Alors, je suis tombé sur un premier tutoriel qui est là, qui est pas mal, voilà, qui montre donc Jig4Jig, hein, vous avez l'URL qui est là, tiens, je vais agrandir ça un peu, voilà, l'URL, vous l'avez là, bien. Et j'ai lu la documentation, voilà, j'ai lu le tutoriel, j'ai essayé de reproduire, et bon, il montre bien l'idée, c'est que, en gros, on a des images qui sont décrites par des pixels, voilà. Chaque pixel, en fait, correspond à 3 valeurs, quand c'est en couleur, hein, rouge, vert, bleu. Et l'idée, c'est de trouver des blocs, des couleurs représentatives, voilà, pour que, par la suite, on remplace ces couleurs-là, ces pixels-là, par des codes, en réalité, et qu'on ait un dictionnaire de couleurs représentatives. C'est ça l'idée. Bon, je vais expliquer ça plus simplement tout à l'heure, mais c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et donc, pour créer ces fameuses couleurs représentatives, en réalité, on va utiliser les k-means. Et ce qui correspond aux couleurs représentatives, en réalité, c'est les barycentres conditionnels. C'est les fameux codebooks. Voilà. On dit codebook, mais en fait, c'est les barycentres conditionnels, tout simplement, hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, hein. Vous avez un ensemble de pixels. Chaque pixel a une couleur qui est caractérisée par 3 valeurs, rouge, vert, bleu, quand on est en une profondeur de 24 bits, hein. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va essayer de trouver des couleurs représentatives, hein, des couleurs caractéristiques, en nombre qu'on va nous fixer, qui est les paramètres des camins, hein, soit 2 couleurs si on veut être en bichromie, soit 4 couleurs si on veut être en quadrichromie, voilà, ou bien X couleurs comme on veut, voilà. Et ensuite, l'idée, c'est que de donc remplacer les pixels par leur code, tout simplement, qui est en nombre réduit, et du coup, ça permet de réduire, hein, en réalité, donc la description de l'image, de compresser l'image. Alors, c'est ce qu'on explique dans ce tutoriel-ci.
dans ce tutoriel-ci, voilà ce qui est expliqué. Très bien. Ok. Mais quand on le regarde un peu, ce tutoriel-ci, à un moment donné, bah, il programme euh, les commits from scratch. Voilà. Alors, moi, ça me dérange pas plus que ça. Ça me dérange pas du tout en réalité. Mais ça embrouille le message. Le message, c'est l'utilisation dans la méthode des commits sur des images. Et là, on programme à partir des zéros les commits et ça noie le code, en fait. Ça noie le code important. Voilà. Donc j'avais lu ça, je comprends ce qu'il fait, hein, je comprends très bien ce qu'il est en train de faire, mais on peut pas, c'est juste très difficile d'essayer de décrire ça en détail et de montrer ce qui se passe. Donc j'ai continué à chercher, voilà, et j'en ai trouvé un qui est mieux fait, qui est nettement mieux fait cette fois-ci, voilà, ou toujours sur le même site, hein. Il est pas mal ce site, hein. J'ai passé beaucoup de temps, je regarde beaucoup ce qui se passe sur ce site-là, et donc j'ai trouvé ce tutoriel-là, j'ai regardé en détail. Et il y a un premier, donc il regarde, hein, il montre bien ce qu'il faut faire, voilà, ce que c'est qu'un cabins, et ensuite il montre le code. D'abord il charge l'image, voilà, ensuite il va recomposer l'image pour qu'on ait une description en individu, dans un tableau, dans une matrice individu variable, donc ça c'est un enjeu fort, et ensuite il utilise la méthode des cabins d'OpenCV. Voilà. Ok, très bien. Alors là aussi, hein, regardez ici, il charge l'image avec OpenCV. Vous avez vu, hein, import CV2, il charge l'image avec OpenCV, mais en fait, le chargement d'image, je peux le faire avec n'importe quelle librairie en réalité. Voilà. Parce que on se dit que c'est naturel. Dès qu'on parle d'image, on va utiliser OpenCV. Moi, je veux bien, hein, on parle d'image, on va utiliser OpenCV. Ça, oui, pourquoi pas. Mais quand on regarde bien le tutoriel, en réalité, on peut se passer d'OpenCV. Hein, on peut tout à fait se passer d'OpenCV en réalité. Surtout qu'installer OpenCV, déjà, si vous créez pas d'environnement, bah, ça va être difficile. Donc, il faut créer un environnement Anaconda. Donc, ça, en TD, je le vois très mal avec les étudiants. Voilà, parce que les codes, chacun va faire comme il veut. Ensuite, ça marche pas, il veut que ça marche à sa manière. Donc, il m'appelle pour que ça marche à sa manière. Sauf que moi, j'ai pas su ce qu'il a fait avant. Et c'est là qu'on perd 15-20 minutes. Hein. C'est juste impossible en TD, ça. Voilà. Donc, effectivement, on va traiter des images. Il paraît naturel d'utiliser OpenCV, mais quand je regarde OpenCV ici, il sert à charger l'image d'abord. Je peux le faire avec d'autres outils, ça. Voilà. Avec Pile, par exemple. Pile de Pilo, hein. Voilà, Pile Pilo. Très bien qu'il y a une librairie, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Et l'autre élément important, il utilise les camins d'OpenCV. Ah, très bien. Je savais pas qu'il y avait des camins dans OpenCV. Je savais pas du tout, hein. Je manipule OpenCV, je sais très bien ce que je peux faire ou pas avec OpenCV, mais je ne savais pas, hein, en réalité, qu'il y avait des méthodes de machine learning dans OpenCV. Ah, ça, pour le coup, ça a échappé, hein. Ça, je le voyais pas, ça. Donc, je suis allé voir la doc. Une grosse partie de mon travail, c'est de lire la doc. Donc, je suis allé voir. Voilà, OpenCV, il est là. Donc, dans OpenCV, en fait, il y a des outils de machine learning, hein. Voilà, il y a 3 méthodes, a priori, hein, voilà, dont les Kamins, qu'il a. Il fait rien de plus qu'un Kamins standard, en réalité. Hein, quand on regarde bien, il y a les différents paramètres qui sont là, voilà, et c'est ni plus ni moins, en fait, qu'un Kamins standard. Donc, si je reprends ce tutoriel-ci, voilà, lire l'image, je peux le faire avec un autre outil qu'OpenCV, voilà. Et ensuite faire les Kamins, pareil, il y a des librairies qui font Kamins, hein. On peut le faire avec scikit-learn même, en réalité, hein. On peut le faire avec scikit-learn. Voilà. Très bien. Et ensuite, on a fini le traitement et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon idée, c'est de reproduire ce tutoriel-ci en utilisant pas OpenCV. C'est ça l'enjeu de l'affaire. Voilà. Pour bien montrer qu'en réalité, il faut discerner de ce qui tient de la librairie et ce qui tient de la méthode, de la démarche, de la trame, du traitement qu'on est en train de faire, hein. On n'est pas obligé d'utiliser telle ou telle librairie pour faire le traitement. C'est à nous de choisir les bons outils. Donc, je vais reproduire ce tutoriel-là avec d'autres images, avec une autre image, hein. Voilà, et sans utiliser OpenCV. En utilisant, en fait, d'une part Pile pour les chargements d'images, et ensuite, je vais utiliser les Kamins de SciPy. J'aurais pu utiliser scikit-learn en TD, à mon avis, aux étudiants, je vais leur demander d'utiliser scikit-learn, pour le coup, hein. Mais moi, ici, dans mon TD, là, dans mon tutoriel, là, je vais utiliser SciPy, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. C'est le fond qui est important, hein. L'outil, c'est une expression de ce qu'on veut faire, hein. Et là, en l'occurrence, dans ce tutoriel-ci, ce qui est important, c'est l'utilisation de Kamins sur un tableau issu d'une image, mais pas tellement la librairie OpenCV en elle-même. Donc voilà, on va le faire sans OpenCV. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme image? Voilà, j'ai pris une image, voilà.
Ce monsieur, vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas, bah, il faut connaître. Voilà, hein, c'est le père fondateur de l'analyse des données à la française, voilà, de l'école française de l'analyse des données. C'est Jean-Paul Benzécry, hein, il est là. J'ai montré ici, hein, je mets ici quand même, voilà, hein, voilà. Très bien. Enfin, c'est un monsieur important dans notre histoire de la traitement statistique des données exploratoires, hein, c'est clair et net. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre l'image qui est là. Donc ça, on trouve sur Internet, hein, vous tapez Jean-Paul Benzécry sur Google, et dans les images, j'ai récupéré cette image-ci, hein, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de trouver dans cette image-là les deux couleurs les plus caractéristiques, les plus représentatives. Voilà. Je vais essayer de trouver donc dans cette image-là les deux couleurs les plus représentatives. Et ensuite, je vais utiliser ces deux couleurs-là pour reproduire l'image en bichromie du coup. Donc l'objectif, c'est d'obtenir ça. C'est la même image que là, sauf que j'ai tiré les deux couleurs les plus représentatives en utilisant les K-means, et avec ces deux couleurs les plus représentatives, du coup, j'ai remplacé, voilà, en faisant du clustering simplement, les différents éléments, donc les différents pixels, en utilisant selon ce qui paraît le plus proche en termes de distance au barycentre, voilà, ben, le couple de couleurs, donc parmi les deux couples de parmi le couple de couleurs, je vais choisir celle qui est la plus proche et obtenir l'image en bichromie. C'est ça l'idée. Pas mal, hein? Voilà. Là, pour le coup, j'ai plein d'idées maintenant pour le TD. Là, on va traiter une série d'images, mais il faut que j'arrive à le bien mettre dans la. Mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire là-dessus. Donc, l'idée, c'est ça. C'est partir de cette image-là, trouver les deux couleurs les plus caractéristiques en utilisant les K-means, et ensuite reproduire l'image en bichromie en utilisant ces fameuses couleurs-là. Allons-y. Alors, je vais fermer du coup parce que je veux pas que ça bloque les traitements. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai préparé le notebook. Alors, allons-y, très bien. Donc, première chose, voilà, je change de dossier de travail, je vais charger l'image de Jean-Paul Benzécry, hein, voilà, et voilà, donc je l'utilise avec pile, hein. Donc là, déjà, je n'utilise pas OpenCV. On voit bien qu'on peut pas, qu'on n'a pas besoin d'OpenCV ici, hein. Charger une image, on peut le faire sans OpenCV. Très bien. Et ensuite, je vais ici, je vais afficher l'image avec Matplotlib. Je le fais là, voilà, on a l'image qui est là. Alors, première chose à faire, on va vérifier les dimensions de l'image. Ah, déjà, le type de l'image. Déjà, hein. Voilà, c'est un fichier JPEG, là, vous avez bien vu, hein. Donc, je vérifie le type de l'image. Voilà. Et on a bien une image JPEG. Très bien. JPEG est un format d'image, hein. OK. Alors, du coup, moi, je sais pas, on ne peut pas traiter ça directement, donc je vais le transformer en une matrice NumPy que nous, on sait manipuler. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, je l'ai transformé en matrice NumPy l'image et j'affiche le type. Maintenant, c'est bien une matrice NumPy qu'on a, hein. Voilà, un tableau NumPy en fait, hein, en tableau NumPy. L'important, c'est de savoir quelles sont les dimensions de ce tableau-là. Voilà, très bien. Donc, il me dit, il y a 587 lignes et 788. Voilà, c'est le nombre de pixels en ligne, en hauteur, en colonne, si vous voulez. Voilà, ligne, colonne. Et là, c'est la profondeur. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que sur chaque pixel de l'image, chaque point, si vous voulez, de l'image, parce qu'en fait, une image, c'est une série de points, hein, sur chaque point de l'image, en fait, il y a trois valeurs. Les valeurs de rouge, vert, bleu. Red, green, blue. Voilà. Donc, on a bien ici, donc le nombre de pixels total, c'est 587, voilà, fois 788. Et pour chaque pixel, on a trois valeurs possibles. Trois descripteurs. Trois descriptions, rouge, vert, bleu. Alors du coup, si je mesure le nombre d'octets, voilà, on a bien cette valeur-là. C'est 587, nombre de pixels en ligne, fois 788, nombre de pixels en colonne, voilà, et la profondeur, 3, parce qu'il y a trois valeurs par pixel, rouge, vert, bleu, hein. Et on a cette dimension-là, on peut le vérifier. On peut le vérifier, hein, voilà. Tout simplement, je fais 587 fois 788 fois 3, on a bien cette valeur-là. C'était important de bien comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux maintenant, c'est créer un tableau, voilà, où en ligne, j'ai chaque pixel, voilà, et en colonne, j'ai les trois valeurs de couleur, rouge, vert, bleu, pour avoir un tableau individu variable, et l'individu statistique, maintenant, devient le pixel. Voilà. Donc,
De combien de pixels je peux avoir alors? Le nombre de pixels, on l'a facilement. Le nombre de pixels, c'est quoi? C'est 587 fois 788. Voilà. Voilà le nombre de pixels. Donc, je vais linéariser le tableau pour que en ligne, on ait tous les pixels. Voilà. Et ensuite, on a trois colonnes, les intensités de couleur rouge, vert, bleu, red, green, blue. Voilà. Voilà. Donc, on a un tableau de 462 556 lignes et trois colonnes. Voilà ce qu'on devrait avoir. Alors, comment je réorganise le tableau? C'est avec un reshape tout simplement. Voilà. Je le fais avec un reshape, donc je réduis une dimension et je garde les trois. Je garde les trois. Eh bien, et maintenant, on a bien, ici vous avez bien vu, hein, 462 556 qui est égal en fait au produit des deux valeurs qui sont là, celle-là et celle-là, et on a bien trois colonnes. Voilà ce qui se passe. Donc j'ai linéarisé la matrice en fait qui décrit l'image pour que on ait tous les pixels en ligne. Et le nombre de pixels en ligne, c'est le produit de nombre de pixels ligne colonne. Voilà. Et on a bien trois colonnes cette fois-ci. Pourquoi? Parce que on a rouge, vert, bleu. Voilà ce qui se passe. Alors, pour faire les correspondances, j'affiche quelques valeurs. On voit bien ici, hein, quand j'affiche le coin en haut à gauche, là, voilà comme c'était au départ dans le tableau 3D. Et dans la matrice 2D, maintenant, on a bien la même valeur. On est d'accord là-dessus. Heureusement, hein. Si je prends le dernier point cette fois-ci, là, c'est le dernier pixel en bas à droite, là. Voilà, bah là, c'est le dernier point de mon tableau linéaire, de mon tableau remis en 2D. Et on a bien les mêmes valeurs. Heureusement, hein. Sinon, c'est un vrai problème, hein. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais lancer les camis, du coup, sur ce tableau-ci, Pixel Vals. Sauf que dans Pixel Vals, là, j'ai des tableaux, en fait, j'ai des valeurs entières. Et l'algorithme des camis que je sais traiter SciPy, en fait, c'est des tableaux de réel. Donc, tout simplement, je vais transformer le tableau qui était un tableau d'entier en tableau de réel. C'est juste pour rendre les calculs possibles avec la librairie, parce que la librairie a besoin de ça. Hein. Là, pour le coup, c'est pas fondamental dans le calcul, hein, mais la librairie demande ça, donc il faut se conformer. Hein. À Rome, on fait comme les Romains. Ils demandent ça, nous on le fait. Donc c'est ce qui se passe ici. J'affiche les 10 premières valeurs, voilà, le pixel 1, pixel 2, pixel 3, après linéarisation, et on a bien les trois colonnes. J'affiche des valeurs et on a bien des couleurs différentes. Hein. On est d'accord là-dessus. Une fois que c'est fait ça, alors, bah, qu'est-ce qui se passe? J'importe la méthode Kamins de SciPy. Voilà, je demande deux clusters parce que je veux avoir une image en bichromie. On est d'accord là-dessus? Et ensuite, je vais appeler Kamins avec le tableau de valeurs. Voilà, le tableau qui est là. Ensuite, je veux 2 et le seed, c'est comme le random stats, je mets 0. On aurait pu utiliser scikit-learn. J'aurais pu utiliser scikit-learn. Voilà. Comme on aurait pu utiliser également les camins d'OpenCV. Hein. Dans ce tuto-ci, justement, ils utilisent les camins d'OpenCV. C'est bien vu, hein, il est par là. Il est là. Voilà. Mais en réalité, c'est pas une obligation. Voilà. En fait, ce que je veux enlever dans l'esprit des étudiants, c'est qu'ils se disent, dès qu'on fait du traitement d'image, il faut utiliser OpenCV. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de ce que vous voulez faire. En tous les cas, si l'idée c'est de faire la segmentation d'image avec la méthode des Camins, on peut le faire sans utiliser OpenCV. Voilà. Et c'est ce que je montre ici. Ce qui est important, c'est la segmentation d'image en appliquant la méthode des Camins sur une matrice de pixels. C'est ça qui est important. Après, la librairie, elle fait ce qu'on veut. Hein. C'est ça. C'est à nous de choisir les bonnes librairies, la plus adaptée. Donc voilà, donc j'aurais pu utiliser scikit-learn, d'ailleurs en TD avec mes étudiants là, je leur demandais plutôt d'utiliser scikit-learn parce qu'ils ont l'habitude de ça, donc ils sont bien dans les schémas habituels. Voilà. Alors qu'est-ce qui sort? Il sort en fait la distorsion ici qui n'est pas l'inertie intraclasse. En fait, c'est la moyenne de la distance des points à leur centroïde. Voilà, donc c'est autre chose, hein, pourquoi pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les codebooks. Hein, c'est les couleurs représentatives. Hein. J'en ai demandé deux couleurs représentatives. Hein. En fait, il va faire un clustering des pixels en deux blocs, et ensuite, pour chaque bloc, il va calculer le barycentre. Voilà, très bien. Sur les trois colonnes, hein, sur les trois valeurs, red, green, blue. Allons-y. Je lance les calculs. Très bien. J'affiche la distorsion, mais ici, elle n'est pas importante en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est les couleurs. Donc, les couleurs représentatives qu'il va utiliser dans la représentation en bichromie, c'est ces deux jeux de couleurs-là. Ce premier jeu de couleurs-là, voilà, et ce deuxième jeu de couleurs-là. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi ces couleurs-là, justement? Hein, donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que ces couleurs-là. Donc, il y a un site web que j'ai trouvé là, qui permet de convertir les codes couleurs en couleurs. Voilà, donc je le mets là. Alors, le premier, c'est 211. Voilà. Ensuite, 201. Et enfin, 190.
C'est la couleur claire, un peu beige. Vous avez vu, hein? Là. Si je montre ici la couleur en bichromie, voilà. Voilà. C'est la couleur un peu beige. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de fichier. Voilà. C'est la couleur beige un peu là. Hein. Voilà. C'est bien ce qu'il a là. Voilà. C'est ça le premier jeu de couleur. Et donc, le deuxième jeu de couleur, deuxième jeu de couleur là, ça va être les couleurs un peu vert, un peu foncé. On va voir. Donc, je récupère, hein, 66. Ensuite 85, voilà, et 84, et voilà, un peu vert, un peu foncé, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc on va reconstituer l'image avec ces deux jeux de couleurs, ces deux couleurs qui sont là. Voilà l'idée de la manœuvre. Allons-y alors. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je fais une sorte de prédict. Sauf qu'avec SciPy, il faut utiliser la fonction VQ, tout simplement, hein, pour vector quantisaire. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il prend? On prend l'image sous forme de tableau linéaire de pixels, voilà, en ligne les pixels, en colonne les variables, rouge, vert, bleu, et pour pouvoir donc voir le groupe d'appartenance, on utilise donc la distance au codebook. Voilà ce qu'il va faire. Hein. Donc, il va prendre chaque pixel, il a sa description, la description de chaque pixel, c'est ce qu'on a vu ici, hein. Voilà, et il va calculer donc sa distance au notebook, aux deux notebooks qui sont là, au premier notebook et au deuxième notebook. Et du coup, celui qui est le plus proche, il va lui attribuer le label correspondant. Voilà ce qui se passe. Hein. Très bien, donc c'est ce qui se passe ici. Pour le premier pixel, le deuxième, jusqu'à 400 000 et quelques pixels, il va dire soit groupe 0, soit groupe 1. Voilà ce qui se passe. Très bien, donc c'est ce qui se passe. C'est l'équivalent du prédict sur scikit-learn. Hein, voilà. Sauf que nous, on est sur SciPy et du coup, c'est VQ qu'il faut utiliser hein, pour vecteur quantisaire. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Il prend en entrée la matrice des données et on a les moyennes de référence pour calculer les distances aux moyennes. On aurait pu le faire sous Excel. Hein. Justement, le premier TD qu'on fait, on le fait sous Excel pour que vous fassiez à la main les calculs et que vous compreniez exactement la nature des calculs qui sont réalisés. Donc, c'est ce que je fais ici. Et bien sûr, j'ai les étiquettes, et voilà, les groupes qui sont attribués à chaque pixel. Le nombre d'éléments, c'est 462 155. Voilà, c'est le nombre de pixels total dans l'image, qui est le produit du nombre de pixels en ligne fois nombre de pixels en colonne. N'oubliez pas, hein, c'est le produit de ces deux éléments-là. Eh bien, alors du coup, qu'est-ce qui se passe alors? Une fois que j'ai ça, je vais compter hein, le nombre de pixels clairs, voilà, et le nombre de pixels foncés. Voilà. Très bien. Donc, on a une idée ici, hein, voilà, de ce qu'on peut avoir. Donc, on aura une image qu'on a vue. On sait comment est l'image. On sait comment est l'image. Il y a plus d'éléments foncés, là, on est bien d'accord là-dessus. Très bien. Et ce qui reste à faire, du coup, c'est que, alors, les codebooks, comme c'est une image, on va reconstituer l'image avec les valeurs de couleur, il faut pas laisser des chiffres à virgule, il comprend pas ça. Il a besoin des octets, lui. Hein. Donc, on va tronquer les valeurs ici pour avoir que des valeurs entières. Oui, d'accord là-dessus. Et ensuite, ces valeurs entières-là, on va reconstituer l'image avec ces valeurs entières-là. C'est des valeurs de couleur, avec les deux valeurs de couleur. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que on a besoin de revenir en entier 8 octets. 8 bits, hein, entier 8 bits, hein, de 0 à 256. Voilà, paf, voilà, très bien. Donc, une fois qu'on a les valeurs qui sont là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, 0 à 255. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? On va reconstituer l'image. Alors, reconstituer l'image, d'abord, sous forme de tableau de pixels. Hein, voilà. Donc, c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, je prends les centres, en fait, et j'affecte avec les labels. Hein, voilà. Et ce qui permet tout simplement de reconstituer donc l'image avec ces deux valeurs-là. Hein. Quand le label est égal à 0, il va utiliser cette valeur-là pour le pixel correspondant. Quand le label est égal à 1, voilà, il va utiliser cette image-là, ces valeurs-là et pour le pixel correspondant. Et donc, pour l'ensemble des labels, qui est égal à 62 556, il va attribuer, voilà, c'est soit cette valeur, soit ce vecteur-ci, soit ce vecteur-ci. Voilà. Et ça constitue de nouveau l'image, pour le coup. C'est pour ça qu'on a bien ça. Sauf que là, on a l'image linéarisée. Et nous, on veut avoir une image matricielle. Il faut que les pixels qui étaient toutes sous forme d'un long tableau en ligne, cette fois-ci, il faut qu'on le remette sous forme de ligne-colonne pour avoir l'image en question. Hein. Parce que pour l'instant, on a ça là. Vous avez bien vu, hein. Voilà les différentes valeurs. Alors,
je vais quand même vérifier s'il y a d'autres valeurs dans l'image, hein, c'est ce que je fais ici, hein. Là, j'appuie les premières valeurs, voilà, des pixels, et je vérifie euh, les valeurs uniques de pixels qui sont dans l'image. Et il n'y a que deux valeurs. Bah oui, parce que l'image est en bichromie et qu'on a utilisé ces deux valeurs-là, ces deux codes boucles-là, pour construire l'image. Donc, si je repère le- les valeurs uniques qui sont dans l'image, il n'y a que deux valeurs uniques, il y a que deux vecteurs uniques, c'est ces deux éléments-là. Hein, c'est ce que je fais ici. Voilà. Au cas où on ne sait pas, hein, par une opération de je ne sais pas quoi, il y a une image bizarre, il y a un pixel bizarre qui apparaît. Non, il n'y a pas de pixel bizarre. J'ai reconstruit l'image avec les deux jeux de couleurs. Forcément, il n'y a que ces deux jeux de couleurs-là, hein, dans mon tableau. Hein. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire alors? Il faut que l'image linéarisée revienne sur une forme ligne-colonne. C'est ce que je fais avec le reshape ici, avec les dimensions initiales de l'image. Hein. Voilà. Très bien, les dimensions initiales, on les avait ici. Hein. Les dimensions initiales, c'est ce qu'on avait ici. Vous avez vu? OK. Alors, et ensuite je l'affiche et on obtient l'image de Jean-Paul Benzécry en vert et un peu beige, tout ça. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir alors? Ce qu'il faut voir en réalité, c'est que les méthodes de clustering, les méthodes de machine learning s'appliquent aussi sur des images. Ça, vous le saviez à peu près. Alors, ce que je voulais faire ici, c'est que souvent on a tendance à croire que quand on veut traiter tel domaine, il faut utiliser telle librairie. C'est pas vrai. Donc, c'est à nous de voir qu'est-ce qui est fait réellement et en fonction de ce qui est fait réellement, voilà, de choisir la librairie qui est la plus adaptée. En réalité, tout ce que je fais là, j'aurais pu le faire avec OpenCV. Mais oui, et c'est ce qui est fait dans ce tutoriel-ci, hein, que j'ai pris comme référence. Hein, j'ai pris ce tutoriel comme référence. On est d'accord là-dessus. Mais justement, pour que la forme n'empiète pas sur le fond, je me suis dit, je vais essayer de reproduire les idées en utilisant d'autres librairies, pour voir si réellement ça tient la route le résultat. Ben, on le voit ici. On le voit tout à fait ici que, en réalité, je peux faire du traitement d'image avec, j'utilisais Pilot pour pour la manipulation des images, et ensuite j'utilisais les camins de SciPy, comme j'aurais pu utiliser les camins de scikit-learn, ou comme j'aurais pu utiliser les camins d'autres librairies. Hein. On est d'accord là-dessus. Alors une question, si on passe en quadrichromie, qu'est-ce qui va se passer? Alors allons-y, donc je vais faire un camins maintenant avec 4 couleurs. Donc ça veut dire que je vais chercher les 4 couleurs les plus représentatives de l'image. Et ensuite, je vais reconstituer donc l'image avec ces 4 couleurs-là pour avoir une image en quadrichromie. Hein. Donc, je vais lancer à partir d'ici jusqu'en bas. Très bien. Donc, il est en train de faire les calculs là. Voilà. Une fois qu'il a fait, voilà, vous avez les distorsions et on a un nouveau codebook. Voilà, avec les 4 jeux de couleurs qu'il va utiliser pour faire l'image. Hein. Alors bon, vous regarderez sur Internet, hein, avec l'outil qui est là, voilà, on peut reconstituer ces différentes couleurs-là. Hein. Donc par exemple, la première couleur là, qui me paraît assez sombre, c'est 43, 42, voilà, et 52. Voilà, c'est un peu presque noir. Ah, voilà, ensuite, les différents jeux de couleurs plus ou moins clairs. Mais donc, il y a 4 jeux de couleurs qui sont utilisés. Donc, si on prend ces 4 jeux de couleurs-là, voilà, on réitère les différentes opérations, on labellise chaque pixel pour avoir son groupe d'appartenance. On a bien les 4 groupes ici avec les effectifs associés en termes de pixels. Si on passe en valeur entière parce que sinon on ne peut pas reconstituer l'image. Et ensuite, je reconstitue l'image et je la mets dans les dimensions. Et voilà l'image en question si on est en quadrichromie. Hein. Donc, il y a une couleur claire là, il y a une couleur sombre, et il y a 2 couleurs intermédiaires. Voilà ce qui se passe à peu près. Voilà. Eh bien, donc, on peut appliquer les méthodes de machine learning sur des images. Il n'y a aucun problème là-dessus. Notamment, pour faire de la segmentation d'images basée sur les pixels, voilà, on peut utiliser les camins. Voilà. Alors, il y a différentes librairies possibles. Il y a des librairies qui ont pignon sur rue comme OpenCV, mais en réalité, on peut utiliser d'autres librairies. Le plus important, c'est la finalité. Excellent travail à tous.